Peut-être avant de commencer, je voudrais dire un tout petit mot, puisque vous savez sans doute que hier est décédé Daniel Cordier. Et Daniel Cordier, donc le secrétaire de Jean Moulin, et puis ensuite le critique d'art, et surtout l'historien, puisque à partir, j'y reviendrai tout à l'heure, à partir des années 70-80, Cordier s'est transformé en écrivain, et comment dire, en historien, pardon. Et de la part des grands historiens, ce fut et c'est un très grand historien concernant la période de la Résistance. Je vous conseille, en titre d'introduction, si vous avez le temps, si ça vous intéresse, de lire Alias Caracalla, qui est un très grand livre, qui est son histoire personnelle avec Jean Moulin. Et puis, si vous vous intéressez à l'histoire de la Résistance, vous pouvez vous plonger dans Jean Moulin, le Panthéon de Jean Moulin, qui est le premier tome des mémoires de l'histoire de la vie de Jean Moulin écrit par Cordier, dans lequel il y a une petite introduction qui fait 250 pages. Et ces 250 pages sont absolument décisives pour comprendre les enjeux qui se sont passés au sein de la Résistance. Mais j'y reviendrai un tout petit peu. Alors voilà, donc Histoire, Mémoire et Oubli, ben, c'est un très grand livre de Paul Ricoeur, qui est un livre difficile, comme souvent les écrits de Paul Ricoeur. Mais ce qu'essaye de montrer Ricoeur dans ce livre, c'est que le lien entre histoire, mémoire et oubli est très subtil et très intime. Alors c'est vrai que, tandis que l'historien, lui, travaille sur un substrat politique, économique, culturel, la mémoire, elle, relève beaucoup plus de la psychologie, de l'impression, d'une pratique qui peut être individuelle ou collective. Alors cette tension entre l'histoire et la mémoire a été mise évidemment en évidence depuis 50 ans ou 60 ans par les grands procès historiques. On pense au procès de Nuremberg, bien sûr, on pense au procès de Klaus Barbie, et est arrivée la notion d'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, qui a permis de faire comparaître des victimes et des acteurs des guerres et des génocides en confrontant témoins et dépositaires de mémoire blessés, et offrant alors une place à des historiens du temps présent. Alors le travail de Ricoeur est d'analyser les liens entre histoire et mémoire en rajoutant ce qu'il appelle le négatif de la mémoire, à savoir l'oubli. C'est un triptyque avec de multiples interférences. La mémoire, c'est la matrice de l'histoire, mais son omniprésence peut rendre l'analyse de l'histoire très difficile. Et d'autres fois, son absence, l'absence de mémoire, est très cruelle. Et l'oubli règne alors de façon injuste. Alors il y a de multiples exemples. Un qui me vient à travers la tête, c'est la mémoire de ce qu'ont vécu les harkis, par exemple, dont on parle peu, un peu mieux maintenant aujourd'hui, mais qui pendant de la fin de la guerre d'Algérie jusqu'à il y a très peu de temps, étaient complètement les oubliés de l'histoire. Et il y en a d'autres. C'est-à-dire que les hommes et les femmes et les sociétés ont quand même aussi l'art d'oublier. Et on verra tout à l'heure combien cette question de l'oubli est une question centrale et aussi compliquée. Alors, la représentation du passé dans la mémoire, comment ça se passe? Parce que la mémoire, ça pose la question de la représentation du passé. De quoi se souvient-on? On se souvient de quoi? D'une image, d'une impression, d'un mot, c'est-à-dire d'inscriptions dans le cerveau qui ressurgissent par un travail de recherche dans sa mémoire ou au hasard d'une réminiscence. Il suffit parfois d'un événement inattendu pour que tout d'un coup quelque chose se passe. D'ailleurs, ça fait un petit peu partie du travail du romancier que d'essayer de saisir ces instants de vie chez des personnages où tout d'un coup quelque chose se passe qui va changer le cours des choses. Je crois qu'on l'a tous vécu, il n'y a pas besoin d'être romancier pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des images qui étaient très enfouies, eh bien, elles ressurgissent et on se les représente. Alors, cette image qui arrive, elle porte la marque du temps. C'est Aristote qui disait « la mémoire est du temps ». Parce que la mémoire est habitée par un auparavant, par quelque chose d'antérieur, et c'est ce qui la différencie de l'imagination, du fantasme ou de la production de l'esprit. La mémoire est la représentation d'un ayant été, c'est quelque chose qui a été, qui tranche avec le présent. Sans la chose, quand on fait mémoire, on n'a plus la chose, mais on est avec le temps.
Ça, c'est une des grandes idées de Paul Ricoeur. Sans la chose, mais avec le temps. En cela, il y a quelque chose d'autonome dans la mémoire, ou dans l'image de la mémoire. Il y a un écart entre ce qui s'est passé et son similaire qui réapparaît dans l'acte de mémoire. On le voit bien d'ailleurs, je veux dire, quand on évoque les histoires de famille. Dans les histoires de famille, qu'est-ce qui se passe? D'abord, parfois on les a oubliées, et puis d'autres fois pas du tout. Ça peut s'appeler de la reconnaissance ou ça peut s'appeler de la rancune. Et puis, ça ressurgit à un moment ou à un autre, mais entre ce qui ressurgit et ce qui a été, il y a toujours un écart, bien évidemment, parce que la mémoire, comme le dit Ricoeur, c'est aussi du temps. Alors, ça n'empêche pas tout ça, toutes ces limites, je dirais, du jeu de la mémoire, ça n'empêche pas un travail de reconnaissance de ce qui survient. C'est un mot important chez Ricoeur, la reconnaissance. Lorsque je me souviens, je reconnais ce qui m'a marqué. C'est bien lui, c'était bien ça. La reconnaissance, c'est la reviviscence d'images et leur coïncidence avec l'expérience première. C'est bien lui. L'expérience première, quand je l'ai rencontré il y a 20, 30, 50 ans. Mais on peut se tromper, c'est-à-dire on peut refaire l'histoire, laisser cours à son imagination, parce que individuellement ou collectivement, ben, ça arrange. La mémoire, la démarche mémorielle est donc par essence très précaire. Elle contient ses propres impasses. Et c'est cela qu'il convient de prendre en compte. Mais dans le même temps, elle nécessite, selon Ricoeur, une forme de confiance. On voit là une des subtilités de Paul Ricoeur, toujours. Ricoeur ne s'enferme jamais dans des contradictions. Ricoeur essaye de penser ce qu'il y a entre deux, entre ce qui survient, la reconnaissance de ce qui survient, et la confiance dans ce qui survient, mais aussi l'idée que ce qui survient n'est jamais totalement ce qui a été. Pour Ricoeur, alors travailler sur la mémoire, vous voyez, ça représente un risque. Le risque, c'est que les imprécisions de la mémoire sont originelles, c'est-à-dire elles sont fatalement imprécises, les actes de mémoire. Mais il faut faire confiance au provisoire de l'acte de se souvenir. Encore une fois, ça c'est très important chez Ricoeur, faire confiance à l'acte de se souvenir. Je ne sais pas si je suis clair, hein. S'il y en a qui comprennent, c'est compliqué à expliquer un petit peu, alors vous me direz, j'avais qu'à pas le faire, mais il n'empêche que c'est intéressant. Mais c'est assez subtil, et Ricoeur est un penseur extrêmement subtil, et il ne faut jamais le réduire à l'une ou l'autre de ses formules, parce qu'elle est toujours croisée par d'autres pensées. Donc, pour Ricoeur, c'est ça qui est fondamental, c'est réfléchir au rapport histoire, mémoire et oubli. Ça nécessite d'accepter ce que lui va nommer des apories, c'est-à-dire des raisonnements qui sont logiques en eux-mêmes, mais qui conduisent à des impasses de pensée. L'aporie est chez Ricoeur toujours quelque chose d'important, c'est-à-dire tout acte, je dirais intellectuel, tel qu'il le fait, aboutit à des apories, c'est-à-dire à des formes d'impasse. Il ne faut jamais les prendre, chez Ricoeur, comme peut-être chez d'autres, il ne faut jamais les prendre comme la naissance d'une vérité. C'est la naissance d'une autre question. Et en cela, la reconnaissance du souvenir colle avec ce qui s'est réellement passé, mais c'est par nature inachevé. Ricoeur dira, sous l'histoire, la mémoire et l'oubli, sous la mémoire et l'oubli, la vie. Mais écrire la vie est une autre histoire, inachèvement. Voilà le cadre un petit peu de pensée de Paul Ricoeur quand il aborde cette question du rapport entre histoire, mémoire et oubli. Il ne faut jamais oublier cette dernière phrase, sous l'histoire, la mémoire et l'oubli, sous la mémoire et l'oubli, la vie. Mais écrire la vie, c'est une autre histoire, inachèvement. Alors les traces, les empreintes de la mémoire
des empreintes de la mémoire, bon, ce dont on se souvient, aux documents de l'histoire. Parce que, bon, évidemment, je me souviens de telle ou telle fête, mais telle ou telle fête est croisée, décroisée par le travail de l'historien, c'est-à-dire celui qui s'essaye à essayer de rechercher ce qui s'est réellement passé. Alors, la représentation du passé intervient s'il demeure des traces gravées dans l'âme, dira-t-il. Et la trace, elle peut être plurielle. Elle peut être corticale. Comment dire, Ricoeur s'intéressera beaucoup à la fin de sa vie, malheureusement, il est décédé trop rapidement, s'intéressera beaucoup aux neurosciences, qui sont en plein développement et dont on est au début de la connaissance de ce qui se passe dans le cerveau. Et bien évidemment, dans le cerveau, il y a l'impact ou la présence de la mémoire. Donc, ça peut être des traces corticales, ça peut être des traces psychiques. On porte tous, ici ou là, des traces de ce que nous avons été, de ce qu'ont été nos familles, de ce qu'ont été éventuellement notre histoire, ou matériel. Donc cortical, logé dans le cerveau, je l'ai déjà dit. Psychologique, c'est des impressions premières qui se gravent en nous d'une façon un peu passive. Et puis matériel. Matériel, alors bien sûr, ce sont des archives, des objets, des lieux, tous ces vestiges du passé que l'historien devra traiter scientifiquement. Alors, on doit s'attarder un instant sur le statut de ces indices qui sont donnés par les traces matérielles de l'histoire et qui vont permettre la reconnaissance ou la connaissance historique du passé. En réalité, ces traces rendent impossible toute reconnaissance en histoire. Elles ne sont que des empreintes d'individus, des pratiques sociales, d'institutions, qu'on peut connaître, on ne peut pas les connaître autrement que pour elles-mêmes, d'un passé qui n'a jamais été vécu par soi, jamais ressenti. Elles sont la condition d'une représentation du passé, les traces, les archives. Les historiens sont des rats d'archives, mais c'est indépendant du phénomène de la mnémonique. On voit bien, quand on ouvre une archive, par exemple, ça m'est arrivé, pour ne dis pas tout à la mémoire, ouvrir des archives d'anciens Terre-Neuva, on voit bien que on est là face à des documents, mais c'est indépendant de la mémoire éventuellement qu'on avait, ce n'est pas mon cas, d'un grand-père, Terre-Neuva ou autre chose. Les traces font émerger l'histoire du côté de la mémoire, mais on peut alors saisir le paradoxe entre la mémoire et l'histoire. À la fidélité espérée de la mémoire, on est tous enclins à dire, enfin à penser qu'on est fidèle à la mémoire de nos parents, par exemple. À la fidélité espérée de la mémoire répond l'ambition de la vérité historique. Là aussi, il y a un conflit d'interprétation entre ce que moi, dans mon acte de mémoire, je me suis construit, et la réalité historique qui apparaît à travers les traces de la mémoire. Ce qui provoque, dit Ricoeur, une coupure entre la mémoire et l'histoire, c'est que l'historien écrit. Ricoeur place en introduction à son épistémologie de l'histoire, l'écriture en tant que pharmacone, qui a été décrit par Platon dans Phèdre. C'est un remède, l'écriture, car l'écriture est un aide-mémoire, elle fixe les choses, mais c'est un poison aussi, dans la mesure où l'écriture produit de l'oubli, car elle se substitue aux traces intimes de la mémoire. En histoire, la trace est toujours extérieure. La trace des documents ou d'un lieu, si vous allez visiter, je ne sais pas, Éphèse, bon, vous allez être, séduit sans doute par la beauté du lieu, par l'idée que vous avez que ici Saint Paul a écrit sa fameuse lettre aux Éphésiens. Mais il n'empêche que c'est extérieur. Vous ne le vivez pas, je veux dire, comme si vous étiez un des premiers chrétiens du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, le travail historique est une reconstitution à partir des traces. Écrite, elle ne s'adresse à personne en particulier, publiée, livrée, quand elle est publiée, ça demeure un dépôt mort
quand la mémoire est toujours vivante. Il y a du doute toujours dans l'écriture de l'histoire. Et si on se représente, si ce que l'on me dit n'est pas vrai, si c'était faux, on voit bien les querelles qu'il y a, je veux dire, énormes entre les historiens sur telle ou telle période de l'histoire. Je veux rappeler simplement que Daniel Cordier s'est mis à écrire la vie de Jean Moulin, à partir d'une émission de radio, enfin de télévision, pardon, qui s'appelait dans le temps, comment dire, ah zut, j'ai oublié le nom. Enfin, toujours est-il que lors de cette émission à la télévision, comment dire, il s'est trouvé tout à fait par hasard face à face avec, comment dire, pas René Hardy, excusez-moi, parce qu'en parlant comme ça, ça va me revenir. Mais donc, il s'est trouvé face à face au fondateur de Combat, qui lui avait écrit un livre où il traitait plus ou moins Jean Moulin de crypto-communiste. Cordier, qui avait été auprès de Jean Moulin pendant 2 ans, et qui le connaissait évidemment fort bien, était complètement estomaqué, révolté. Et c'est à partir de là qu'il s'est mis à devenir un historien et à, comment dire, à écrire son œuvre, puisqu'il s'agit chez Cordier d'une œuvre. Donc simplement, on voit bien que l'écriture de l'histoire n'est pas fatalement, et elle est presque toujours biaisée par le contexte, par la personne qui écrit, par tout ce qui se passe autour de lui. Oui, c'est Henri Freinet, excusez-moi, j'avais oublié Henri Freinet, qui était donc le fondateur de Combat et qui avait une dent contre Moulin depuis que Jean Moulin avait essayé comment dire, de réunir les principaux chefs de la résistance pour créer ce qui sera plus tard le Conseil national de la résistance. Voilà. Mais là, vous avez eu une querelle, je veux dire, d'historiens ou de mémoristes qui a été extrêmement dure. Alors évidemment, ça pose la question du qui et de la condition historique, c'est-à-dire en filigrane de la question du quoi. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le passé? S'agrège immédiatement la question de qui parle et qui écrit. Alors évidemment, le rapport au passé se tisse à travers les acteurs, à travers ceux qui ont pu jouer un rôle dans l'histoire. C'est ainsi qu'on passe d'une histoire individuelle à celle collective, c'est-à-dire l'histoire est lue à travers des générations et c'est ce qui rend possible l'ambition d'une véritable compréhension des faits. Alors des anonymes lisent évidemment à travers les époques, ils n'entretiennent pas un rapport exclusif avec le sujet ou une communauté, mais il n'empêche qu'ils font partie eux aussi des acteurs, je dirais, de la mémoire, puisqu'ils lisent ce que d'autres acteurs de la mémoire ont pu écrire. Mais tout ça se brouille quand surgissent de nouvelles catégories. Et les nouvelles catégories qui sont apparues, disons, après la Seconde Guerre mondiale, qui sont les catégories du citoyen et du juge. Puisque depuis les grands procès des crimes contre l'humanité, on a vu apparaître l'impérieuse nécessité de faire mémoire. Alors, c'est vrai que la mémoire, je veux dire, la pratique de la mémoire conduit à s'interroger sur la mémoire du citoyen, en tant qu'il appartient à une communauté qui le dépasse, et qu'avec lui apparaît ce qu'on appelle, ou ce qu'on a appelé, le devoir de mémoire. Le citoyen, alors évidemment, ça a été le cas par rapport à la Shoah, mais bon, évidemment, puis d'autres grandes traces, grandes brisures de l'histoire. Mais cet impératif de mémoire, c'est devenu un impératif de mémoire au XXe siècle, est un commandement passé aux citoyens, là où, à l'origine, ce n'était qu'une exhortation dans le cadre d'une filiation. Tu diras à ton fils. Aujourd'hui, c'est tu dois faire ce travail de mémoire sur ton passé. Il est important de faire le travail de mémoire, il est important de faire mémoire, il est important de commémorer, on y reviendra, par exemple, sur la guerre d'Algérie. Donc c'est devenu une exhortation. Et là, à cause globalement de l'impératif de justice
qui contrarie profondément le rapport à la mémoire qui n'est qu'une rétrospection menée au présent en direction du passé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein. S'il y en a qui trouvent ça un peu nébuleux, vous me faites un petit signe. Voilà, parce que c'est quand même. Donc, encore une fois, c'est substitué au XXe siècle l'impératif du juge et du citoyen. Tu dois faire mémoire. Il y a un devoir de mémoire. Et ça, parce qu'il y a l'impératif de la justice retourne la mémoire en projet. Vous voyez bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il est impératif de faire justice aux victimes, enfin de donner justice aux victimes, mais cet impératif retourne la mémoire. C'est-à-dire qu'au nom de cet impératif, la question du faire mémoire est quand même relativement troublée. Il y a une obligation d'une dette à payer. On est obligé, par rapport à ce que d'autres ont été, de soumettre l'héritage à inventaire. C'est un mot qu'on a entendu aussi. Hein. Il faut faire l'inventaire. Hein, l'inventaire de l'histoire, l'inventaire de tel ou tel fait. Les partis politiques sont très forts là-dessus. Il faut faire l'inventaire de ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, ils ne le font jamais, entre parenthèses, parce que, je veux dire, c'est toujours un peu compliqué et souvent ça se retourne contre ceux qui étaient des champions de l'inventaire. Donc, ce devoir de mémoire se double en plus d'une priorité morale. La priorité morale accordée aux victimes. Ce qui s'est passé, les victimes, il faut leur rendre justice, c'est légitime et nécessaire. Cela étant, et là Ricoeur est assez, comment dire, assez en retrait par rapport à tout ça, parce qu'il s'interroge sur les abus et les dérives de cette légitimité du travail de mémoire. D'abord, il est critique dans l'usage du devoir de mémoire comme un exorcisme. Quand la proclamation du devoir de mémoire ne cesse d'être captive du symptôme ou de la hantise c'est ne pas oublier, on ne cesse de se promener entre les us et les abus de la mémoire comme une frénésie de commémoration, une mémoire obligée, détournée de son but premier, la nécessité de justice. Et Ricoeur va préférer toute sa vie employer l'expression le travail de mémoire de manière à ne pas enfermer telle ou telle communauté dans son malheur. C'est exactement la critique que portait Hannah Arendt au niveau du procès d'Eichmann, hein, puisqu'elle critiquait le fait que Eichmann soit jugé à Jérusalem, c'est-à-dire par la communauté juive, alors qu'elle considérait que Eichmann était, excusez-moi l'expression, propriété de l'humanité, il aurait dû être jugé par un tribunal international. Et là, on a une vraie césure. Hein, je veux dire, et Ricoeur, je ne dis pas que la pensée de Ricoeur se situe évidemment du côté d'Hannah Arendt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, comment dire, dans le procès d'Eichmann, le pouvoir israélien se sert d'Eichmann pour ériger le peuple juif en tant que victime, mais seule victime comment dire, des crimes contre l'humanité, Arendt dit qu'il y a un dévoiement de l'idée de justice et, comment dire, une contradiction flagrante avec la nécessité de faire une œuvre pour l'humanité. Une autre figure apparaît, celle du juge vis-à-vis de l'historien. Ces derniers, les historiens sont amenés à témoigner lors des grands procès. Mais évidemment, le juge et l'historien sont tous les deux amenés à regarder le passé. Mais si le premier, c'est-à-dire le juge, se concentre sur la responsabilité individuelle du criminel de guerre, quand le discours historique institue une foultitude d'autres critères. Politiques, culturels, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer. L'un et l'autre, le juge et l'historien, ils essayent d'expliquer le drame, ce qui s'est passé, peut-être à permettre le pardon, mais le juge rend un verdict qui tranche, on condamne, je sais pas, comment dire,
Göring, on condamne Göring à mort, quand l'historien ouvre, lui, d'espaces infinis d'exécution, c'est-à-dire, et de discussion, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que tel ou tel homme en arrive là? Donc on voit bien là aussi le conflit d'interprétation entre le juge et l'historien, parce que le devoir de mémoire, tel qu'on nous le sert en permanence, intime au juge l'ordre de condamner. Au nom du devoir de mémoire, au nom des victimes, il faut condamner. Quand l'historien lui dit il faut dire la vérité aux citoyens, voilà, aux citoyens de se plier au verdict de l'un et de l'autre, quand le travail de mémoire ouvre la voie de l'interprétation et du dialogue, obligeant le citoyen à ne cesser de travailler, c'est-à-dire à ne cesser de reprendre à son compte les apories de la mémoire, c'est-à-dire les incompréhensions de la mémoire, les incompréhensions d'interprétation de la mémoire, c'est-à-dire là où on bute dans l'interprétation de la mémoire sur quelque chose qui est à proprement indicible. Donc voilà, c'est encore une fois ce qu'il faut comprendre chez Paul Ricoeur, c'est, enfin entre autres, hein, ce qu'il faut comprendre chez lui, c'est ce conflit, mais au sens noble du terme, ce conflit entre la mémoire et l'histoire, entre le juge et l'histoire. On est là, avec Paul Ricoeur, dans un véritable travail dont on ne peut pas faire l'économie, si ce n'est, ou alors tomber dans des travers qui sont toujours mortifères. Quand l'historien quitte son champ propre pour rentrer dans le champ de l'idéologie, alors on aboutit à des choses qui sont absolument invraisemblables. La position de Freinet vis-à-vis de Cordier et de Jean Moulin, surtout, était effrayante. Bon, il faut se replonger dans le contexte de l'époque, la prégnance forte du Parti communiste, enfin tout ce que vous voulez, mais il n'empêche que, puis aussi, dans la résistance, évidemment, des gens très, très engagés au niveau des communistes, mais il n'empêche que quand Cordier entend ça, il voit bien il est révolté parce que Moulin était à 10 000 lieues d'être un crypto-communiste, n'avait aucun lien avec Moscou et était d'abord et avant tout un fidèle au général de Gaulle. Donc c'est ce qui va, encore une fois, ce conflit d'interprétation autour de la résistance va amener Daniel Cordier à écrire d'une façon magistrale la vie et l'interprétation que lui fait de Jean Moulin. Alors, c'est vrai que même cette interprétation-là va être soumise à contestation ou à discussion. Mais ça, c'est normal. C'est-à-dire, on n'est pas dans le champ idéologique, là. On est dans le champ de la connaissance historique et du conflit des interprétations, qui est un mot, une expression chère à Paul Ricoeur. Alors, on va marquer une petite pause là, maintenant. On va regarder un interview d'un monsieur qui s'appelle David Riffe. David, il va le dire lui-même, David Riffe était correspondant de guerre, notamment il a couvert la guerre des Balkans, il est irlandais, et vous allez pouvoir, il va introduire l'autre partie de mon propos sur la question de l'oubli. Donc si Johan veut bien lancer le truc. Il y a un fantôme dans toutes les commémorations publiques. Ce fantôme, c'est la politique. À suivre, une réflexion sur les pièges de la mémoire collective avec l'invité du Grand Angle. Et cet invité, c'est David Riffe. Bonsoir. Bonsoir. Alors David Riffe, vous êtes américain, écrivain, journaliste, politologue. Vous donnez notamment des cours à Sciences Po Paris. Et puis vous êtes aussi le fils de la grande intellectuelle américaine Susan Sontag, à qui d'ailleurs vous avez écrit un très beau livre, Mort d'une inconsolée, sur son rapport à la maladie, à la souffrance et à la mort. Vous avez beaucoup écrit aussi sur les guerres, des guerres que vous avez côtoyées, notamment dans les Balkans, dans les années 90. Votre dernier livre, donc, Éloge de l'oubli, la mémoire collective et ses pièges, c'est aux éditions Premier Parallèle. Et là, vous questionnez en fait la nécessité ou non d'entretenir une mémoire collective autour des tragédies du passé. Trop souvent, pour vous, David Riffe, les nations font de la mémoire du passé quelque chose de sacré.
Oui, je crois finalement que c'est ça le problème. Il y a une sacralisation de la mémoire, et si vous me permettez, c'est Oh, pardon. cas particulièrement aigu en France, Ouais. Et moi, ce que je prends, c'est le cas par cas, qu'il faut désacraliser la mémoire et penser dans chaque situation, est-ce préférable d'engager dans une, disons, une commémoration du passé, Ouais. ou faut-il tourner la page? Et c'est ça, c'est enfin ça, plus ou moins, ce que je dis dans le livre. Ouais. Alors évidemment, ça dépend des circonstances, mais vous dites que la France, vous venez d'y faire allusion, est un pays qui peut-être aime trop le passé, aime trop les commémorations, aime trop se souvenir de son passé. Je crois que de toute manière, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça ici en France, mais je crois que maintenant, vraiment, la commémoration a presque, si vous me permettez, digéré l'histoire. Que maintenant, il n'y a que la commémoration. L'histoire est vraiment réduite à être l'outil où bien sûr la commémoration s'en sert de l'histoire, mais c'est pas la même chose. Et c'est peut-être, je sais pas si c'est particulièrement français, mais en ce moment, moi, je ne connais pas de pays où la commémoration soit si généralisée, c'est important. Ouais. On dit souvent que la France écrit un roman national, un récit national. Est-ce que ça dit quelque chose de l'état de la démocratie d'un pays, d'être aussi attaché à son passé? Bon, je ne sais pas, l'attachement est très curieux parce que il y avait bien sûr la commémoration, disons, 1,0, c'est-à-dire triomphaliste, c'est-à-dire la gloire de la nation, l'héroïsme de la nation. Et maintenant, disons, ça a un concurrent. Et le concurrent, c'est le victimaire. C'est l'éloge des victimes, si vous voulez. Et donc, pas de gloire de la nation, au contraire, les crimes de la nation. Oui, mais on peut se dire que les vaincus ont aussi le droit d'avoir leurs souvenirs, leur mémoire. Oh, absolument. Ou les vaincus ou ceux qui ont souffert. Oui, et absolument. Et je crois que le modèle actuel de la commémoration en France revient à la Shoah. Et donc, par nécessité, c'est le récit des victimes, de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont été torturés, etc. Ouais. Et c'est ça le modèle maintenant, je crois, ici en France. Et peut-être c'est juste ici, mais il y a beaucoup d'exemples, je crois, au moins des exemples de situations où la mémoire sert d'armes de guerre. Mais par exemple, aujourd'hui, on est en 2018, on fête le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. On doit se souvenir du sacrifice des soldats de 14-18 ? On doit se souvenir, mais je crois que je veux bien savoir dans quel contexte cette commémoration va se dérouler. Est-ce que c'est simplement pour dire aux jeunes, oh, vous les jeunes, vos ancêtres ont souffert, ou est-ce pour donner une leçon pour l'avenir? Et là, ça dépend vraiment de ce qu'on pense. Est-ce possible d'apprendre de l'histoire? La fameuse phrase du philosophe espagnol Santayana, lui, il a dit, bien sûr, on le connaît, ceux qui oublient le passé seront condamnés à le répéter. Ouais. Moi, je ne suis pas certain que ce soit le cas. Mais la mémoire du passé, c'est tout de même, d'une certaine manière, le ciment d'une nation. Oui et non, parce que même Renan, dans son essai célèbre sur la nation, a écrit qu'il fallait oublier beaucoup, qu'il y avait des choses à commémorer, mais il y avait aussi des choses à occulter, si vous voulez. Mais quand tout de même, les victimes, quand on parle d'Auschwitz, par exemple, vous dites l'éloge de l'oubli, mais on ne peut pas, vous avez fait allusion au peuple juif, on ne peut pas oublier Auschwitz, on ne peut pas oublier la colonisation. Là, ce sont des domaines où on ne peut pas faire l'éloge de l'oubli. Non, je ne fais pas l'éloge de l'oubli au sujet ni de la traite des Noirs et la colonialisation, ni de la Shoah.
par contre, disons, dans les Balkans, où j'ai passé pas mal de temps pendant les guerres là-bas, en Irlande du Nord, je crois en Israël-Palestine, ce sont des cas où je crois que l'oubli peut-être servirait mieux à la paix que la commémoration. Et puis, je demande, j'ai essayé dans le livre de poser une question assez difficile. Qu'est-ce qu'on fait avec le souvenir de la Shoah? Pourquoi certains devraient oublier et d'autres auraient le droit du souvenir et de la mémoire? C'est une question de degré dans la souffrance? Non, pas du tout. Je crois que c'est une question plutôt pragmatique. Est-ce que l'oubli sert à... dans les situations où les guerres ne sont pas finies? Écoutez, on ne va pas continuer ni avec le meurtre des Juifs en Europe, ni avec la colonisation. On peut penser au passé et considérer ça, mais ça ne va pas se répéter dans ce sens. L'antisémitisme est toujours présent, le racisme est toujours présent, donc les Noirs comme les Juifs peuvent avoir des raisons de penser que leurs souffrances ne sont pas terminées, d'une certaine manière. Je crois que comparer la souffrance, l'antisémitisme de nos jours ou le racisme de nos jours à la Shoah ou à la traite des Noirs. Non, mais on peut entretenir aussi le souvenir de la Shoah pour éviter justement que l'antisémitisme ne se développe. Oui, et c'est ça la grande question que je pose. Précisément, vous focalisez exactement sur ma question. Qu'est-ce qu'on fait avec cette mémoire? Est-ce vrai que son souvenir de la Shoah, commémorer la Shoah, va mener à moins d'antisémitisme? C'est pas dit. C'est pas dit. Et donc, je ne suis pas... Le mot d'ordre de la commémoration, c'est qu'on est instruit par le passé. Oui. Et de ça, je ne suis absolument pas convaincu. Mais il y a des tas d'exemples quand même dans l'histoire récente où on a bien vu qu'il fallait se souvenir, par exemple en Afrique du Sud, en Tunisie, il y a eu ces commissions vérité, réconciliation. Pour pouvoir tourner la page et pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il faut d'abord se souvenir du passé. Écoutez, je ne connais pas le cas africain, mais je connais à fond le cas sud-africain. Oui. Le Tchad, je ne connais pas. Mais l'Afrique, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Je connais bien ce pays. Et je n'ai pas l'impression que cette commission a mené ni à la réconciliation, ni à la justice. Et c'est peut-être le cas que c'était comme ça. Il est vrai, par exemple, que Mandela, quand il a pris le pouvoir en 1994, il a décidé que cette commission n'imposerait pas la justice. Oui. On avouait ses crimes, on se présentait devant la commission, on acceptait ses crimes. Et ça suffisait. Et ça suffisait. Donc, Mandela a fait la décision de sacrifier la paix, parce qu'il avait craigné une nouvelle guerre. Peut-être justement qu'il a voulu faire l'éloge de l'oubli. Peut-être, oui. Ou comme en Espagne, après la mort de Franco, le retour de la démocratie. Oui, on a décidé de mettre toutes les raisons des oppositions entre les Espagnols sous le tapis, comme on dit. Oui, l'accord de l'oubli, comme on l'appelle là-bas. Alors vous dites, il y a des choses il y a plein de choses, c'est un bouquin passionnant, parce que vous parlez aussi du temps qui passe, et vous parlez de l'accélération de l'histoire qui facilite. De quoi on se souvient le 11 septembre, dans 10 ou 20 ans, peut-être que ça va petit à petit disparaître de soi-même. Si cette guerre atroce qui se déroule maintenant... Le terrorisme. Bon, si on termine avec ça, bien sûr, on va lentement oublier, ou bien au minimum ne pas penser tellement de 11 septembre. On l'a vu dans mon pays avec l'attaque à Pearl Harbor, qui a déclenché la guerre du Pacifique en 1941. En 1951, ça faisait... Il y avait de la colère, de la peine. Maintenant, presque tous les anciens combattants de cette guerre sont morts et les gens vont à Pearl Harbor pour commémorer, mais sans colère, sans presque
mais ça n'a aucune importance dans le dialogue national américain. Alors, je crois que finalement, écoutez, la triste réalité, c'est que la mémoire, tout sera oublié finalement. Ouais. On pourrait conclure avec l'écrivain, le grand écrivain Argentin Borges que vous citez à la fin de votre livre, que l'oubli est la seule vengeance et le seul pardon. Moi, je crois qu'il faut au moins considérer la possibilité. Je suis plutôt pour, mais j'ai une vision, il faut dire que j'admette en toute franchise, une vision assez pessimiste de l'histoire. Je ne vois pas l'histoire comme un progrès dans la version ou chrétienne ou du mouvement des droits de l'homme. On ne va pas vers le progrès. Je n'y crois pas, non. Merci beaucoup David Rif d'être venu parler de la mémoire collective et de ses pièges aux éditions du Premier Parallèle. Donc Éloge de l'oubli, un livre passionnant sur notre monde contemporain et sur les siècles qui nous ont précédés. Merci beaucoup. Merci. J'ai entendu un peu David Rif. Bon, donc c'est ça. Le propos de David Rif, alors on peut être d'accord, pas d'accord, ça c'est une autre paire de manches, mais puis vous aurez des questions peut-être tout à l'heure. Mais simplement, ce qu'on voit, c'est la complexité quand même, à travers les propos de Rif, la complexité du travail de mémoire et de ce qui se joue à travers ce conflit entre l'histoire, mémoire et oubli. J'ai eu la chance de rencontrer Rif à Esprit autour d'un débat qui a été organisé à la Revue entre David Rif et puis Annette Becker. Annette Becker est une grande historienne de la Shoah et notamment de la mémoire de la Shoah. Et c'était intéressant d'entendre ces deux personnes discuter avec d'un côté quand même, et c'est ça qui est passionnant, d'un côté un acteur, j'ai envie de dire, de terrain, c'est-à-dire quelqu'un qui était reporter de guerre, donc qui a vécu les scènes encore une fois, sur le terrain, et une historienne qui, elle, travaille sur des textes, et là, notamment, c'était sur des textes et les œuvres de ceux et de celles qui, les premiers, ont alerté les gouvernements occidentaux de ce qui se passait à Auschwitz. Voilà, David Rif est un personnage intéressant. Je me rappelle aussi, et tout ça encore une fois, c'est pour rester dans notre sujet, je me rappelle aussi de ce qu'il disait à propos de l'Irlande, puisqu'il est irlandais, à propos de l'Irlande. Et il disait, il faut toucher à la mémoire de la guerre civile irlandaise, c'est extrêmement dangereux. Parce que vous savez, chez nous, disait-il, les kalachnikovs sont encore dans la cave. Et je crois que dans les mémoires, dans les caves de l'humanité, il y a toujours des kalachnikovs. Et surtout lors des premières ou deuxième générations qui ont suivi les événements. Et qu'il faut être très, très prudent par rapport à ce qu'on appelle un devoir de mémoire. Dans ces cas-là, il n'y a peut-être pas un devoir de mémoire, il y a peut-être d'abord et avant tout aussi un devoir de l'oubli. Parce qu'on ne peut pas penser, selon Paul Ricoeur, la mémoire et l'histoire sans s'attarder sur l'oubli, qui est le signe de la vulnérabilité de la condition historique et d'un défi lancé à la vérité de l'histoire et à l'ambition qu'elle recèle. Parce que l'oubli, c'est un peu le négatif de la mémoire. C'est le négatif de l'histoire. En ce qu'il est la disparition des traces laissées par le passé. On a oublié. L'amnésie, en tant qu'effacement des traces corticales inscrites dans le cerveau, en tant aussi que disparition de documents. On pense aux grandes bibliothèques qui brûlent. Cet oubli-là est irréversible. Le vide de l'oubli s'ouvre comme une espèce de béance. Mais, va rajouter Paul Ricoeur, il existe une autre forme d'oubli qui est la condition de la mémoire et que Ricoeur appelle l'oubli de réserve. C'est une expression qui est très, très forte chez Paul Ricoeur. L'oubli de réserve, c'est un état de latence dans lequel demeurent les souvenirs que l'anamnèse ou le hasard fera ressurgir. L'oubli de réserve permet le travail de la mémoire, car grâce à lui, par le fait qu'on ne se souvient pas de tout ce qui a été, alors on peut continuer d'avancer. On ne se souvient pas de tout ce qui a été, il y a un oubli de réserve qui gît dans les collectivités humaines ou dans les individus, qui est la trace de ce qui n'est pas perdu, mais qui n'est plus immédiatement disponible. L'oubli de réserve, c'est quelque chose qui n'a pas été perdu,
mais qui, sur le moment, n'est pas disponible. Il y a un oubli destructeur et un oubli qui préserve. On n'a plus le passé directement sous la main, il est absent, mais l'oubli de réserve est cela qui privilégie l'ayant été sur le n'être plus. Il rend possible la mémoire et la reconnaissance. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais chez Paul Ricoeur, encore une fois, il y a un absent qui s'appelle un oubli, qui privilégie ce qui a été sur ce qui n'est plus. Autrement dit, l'oubli de réserve, ça ne fait pas disparaître ce qui a été, mais ce n'est plus immédiatement disponible. On peut ainsi, et Ricoeur parle ainsi de l'oubli comme la chambre noire de la mémoire, et de la mémoire et de l'histoire. C'est là où se tiennent des images obscures et lointaines du passé que le travail de mémoire va révéler et porter à la lumière. Sans l'oubli, il n'y a pas de mémoire, et par là, pas d'histoire. Au niveau d'une collectivité humaine, Ricoeur, lui, différencie bien ce qu'on appelle l'inconscient collectif de l'oubli de réserve. Pour lui, l'inconscient collectif s'est construit autour d'archétypes, c'est-à-dire des mythes, une manière de penser du fond des temps, par exemple. L'inconscient collectif, par exemple, pour nous, Français, Européens, une partie de cet inconscient collectif, c'est notre culture gréco-judéo-chrétienne. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, il n'empêche qu'on a été construit autour de ces archétypes, de ces grands textes, de ces affaires-là. Donc, l'inconscient collectif, c'est une manière de penser venue du fond des temps. Alors que l'on peut dire que l'oubli de réserve est plutôt comme il emploie l'expression, c'est un peu une malle au fond du grenier. C'est-à-dire, il y a une malle au fond du grenier où il y a un tas de trucs, et puis il se trouve qu'un jour ou l'autre, ou jamais, quelqu'un va ouvrir la malle et va découvrir effectivement telle ou telle chose qui avait été complètement oubliée. Et c'est ça, et pour Ricoeur, c'est extrêmement important, puisque le jeu de l'histoire, mémoire et oubli, eh bien, écoutez, c'est peut-être d'aller fouiller au fond des malles dans les greniers, pour essayer d'aller voir, enfin d'aller, à un moment donné, on va voir ce qui a été oublié. Et c'est quand même extrêmement important, parce que l'oubli joue aussi un rôle politique. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque, notamment des guerres civiles, des grandes guerres civiles, il y a par volonté d'apaisement, de réconciliation, on fourre dans la malle tout ce qui ne nous plaît pas et tout ce qui raviverait les plaies. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ricoeur pense que c'est plutôt une bonne chose. Et David Rieff, vous l'avez entendu, le pense aussi. N'empêche qu'il faut bien que quelqu'un un jour ouvre la malle. Et il y a des sociétés qui ont quand même beaucoup de mal à ouvrir la malle. Alors, on va rester sur le cas de la France, mais c'est vrai que chez nous, il est parfois extrêmement étonnant de voir combien de temps on met pour ouvrir les malles. Il a fallu quand même que ce soit un Américain, qui s'appelle Robert Paxton, qui fasse le premier livre sur Vichy. Un livre d'historien sur Vichy. Ce n'est pas les Français qui l'ont fait. Le premier livre sur Vichy, c'est Robert Paxton, qui prête d'ailleurs à contestation. Enfin, je veux dire, Paxton n'a pas la vérité une et indivisible sur Vichy, bien qu'il le prétende un peu quand même. Mais il n'empêche qu'il a été extrêmement difficile aux Français de faire la mémoire de Vichy. Comme il a été extrêmement difficile, ou il est extrêmement difficile aussi de porter sur la résistance française un regard pluriel. Il fallait certainement, au sortir de la guerre, que la société française se réconcilie avec elle-même. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il n'empêche que cette mémoire de la résistance, on a beaucoup de mal encore aujourd'hui à la faire. Et c'est pour ça que Cordier a été révolté par les propos d'Henri Freinet. C'est parce que la malle qu'ouvrait Henri Freinet contenait des documents qui lui semblaient faux.
Et donc, il a fallu rétablir ce que Cordier appelle, ou appelait, le vrai sens de l'histoire. C'est pour ça que, personnellement, là, je serais un peu d'accord avec David Rieff. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement prudent aussi lorsque l'on touche à la mémoire et lorsque l'on touche à la question de l'oubli. Je vais prendre un exemple. Je ne suis pas espagnol, je connais bien l'Espagne, mais bon, moi j'ai été un petit peu, pas choqué parce que j'ai loin d'avoir une sympathie particulière pour Franco. Mais lorsque les socialistes, il y a quelques années, ont voulu, comment dire, ont d'ailleurs réussi à sortir les cendres de Franco de Los Caídos, enfin le grand bazar, la grande cathédrale absolument laide que Franco avait fait établir autour de Madrid pour qu'on puisse célébrer les victimes de, comment dire, de la guerre civile, dont lui-même et puis quelques-uns de ses sbires. Je me suis dit à ce moment-là, fort entre autres de ma lecture et de mon travail de romancier, je me suis dit, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, quand on touche à ça, au nom d'une vérité historique, après tout, c'était tout à fait légitime historiquement de faire en sorte que Franco n'ait plus son mausolée, quoi, d'une certaine manière. Mais quand on touche à des choses comme ça, il faut être extraordinairement prudent parce qu'on ravive les plaies et on ravive les victimes et on ravive tout ce qui s'est passé, je veux dire, par le passé. Et dans le cas, par exemple, de l'histoire espagnole, de l'histoire de la guerre civile, moi je me souviens, il y a 40, 50 ans, avoir rencontré tel ou tel acteur de la guerre civile espagnole et qui ne pouvait pas entendre, mais je ne les condamne pas, qui ne pouvait pas entendre que les républicains espagnols avaient aussi commis d'incroyables massacres. Ce n'était pas entendable à l'époque. Il a fallu un long travail, notamment des historiens espagnols, pour qu'on puisse faire une certaine lumière sur ce qui s'était réellement passé. Et ça, c'était très difficile à comprendre dans les années 80, par exemple, notamment par la gauche française, qui érigeait, à juste titre, la République espagnole comme étant le modèle parfait, enfin, de ce qu'il convenait de faire à ce moment-là, sans du tout faire l'histoire, par exemple, d'avant 1936 en Espagne, où la République espagnole, c'était quand même, excusez-moi, le grand bazar, et que ça avait en partie conduit au coup d'État de Franco. Tout ça, c'est pas pour... Quand on fait un travail d'historien et quand les historiens se mettent à travailler, ce n'est pas du tout pour adouber les tyrans, mais c'est simplement pour rappeler ou tenter de rappeler ce qui a été. Et donc c'est pour ça, encore une fois, que moi, quand on touche à des symboles d'un côté ou de l'autre de la mémoire, je suis toujours, comment dire, un peu sur la réserve, parce que je me demande tout le temps si ça ne va pas raviver les plaies plutôt que de les apaiser. Donc, la question de l'oubli, encore une fois, est absolument nécessaire, surtout, je pense, tant que les derniers survivants existent. Ensuite, l'histoire peut-être fait son travail d'histoire, mais tant que les acteurs, je veux dire, de ces époques vivent, il est extrêmement compliqué, enfin extrêmement dangereux de mon point de vue, de raviver les plaies. On le voit bien avec la guerre d'Algérie chez nous. On le voit, je veux dire, bon, c'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron a décidé de nommer Benjamin Stora pour essayer de refaire un travail de mémoire sur la guerre d'Algérie, qui soit un travail, je dirais, le plus équilibré possible, parce qu'on voit bien que aujourd'hui, dans certains milieux, il est impossible de parler de ces affaires-là, et on voit encore une fois tous les débats qu'il y a dans notre pays autour de la colonisation et tout le travail qu'il y a à faire, notamment dans l'enseignement, pour essayer d'enseigner d'une façon la plus, pas équitable, mais la plus pondérée possible, ce qu'a été l'histoire de la colonisation. Or, dès qu'on touche à ça, on voit bien qu'on touche à une part
d'engagement politique de tel ou tel qui est basé sur la colonisation, entre guillemets, et des autres qui sont basés sur la culpabilité que nous ayons été des colonisateurs. Donc c'est une grande question. C'est souvent grâce à des écrivains que les choses, je veux dire, sortent de l'oubli. Je pense à Solzhenitsyn et l'archipel du Goulag. C'est quand même, on a vu là que pour eux, pour Solzhenitsyn, l'oubli de la mémoire est une source inépuisable d'inspiration. On sort l'oubli des faits qui viennent casser une vision manichéenne des conflits. C'est-à-dire, bon, encore une fois, on peut penser à Solzhenitsyn. Je vous citais tout à l'heure un certain nombre, enfin pas, je ne les ai pas cités, mais un certain nombre d'historiens et de romanciers espagnols, et on pourrait comme ça, je dirais, aller de plus en plus loin. Je pense aussi, par exemple, à des livres, un livre qui a fait, je veux dire, office de révélateur et de scandale, c'est Les Grands Cimetières sous la Lune de Bernanos. Quand Bernanos, qui est un homme de droite, voire d'extrême droite, prend position avec Les Grands Cimetières sous la Lune contre Franco, il tranche dans l'histoire. Et c'est un écrivain. Ce n'est pas un historien, c'est un écrivain, c'est un romancier. Donc la question du récit, dont va parler Ricoeur tout de suite, elle est extrêmement importante dans le jeu de l'histoire de la mémoire et de l'oubli. Ricoeur était très passionné par les grands romans, notamment le grand roman de Thomas Mann, La Montagne Magique. Parce que si vous vous rappelez de La Montagne Magique, bon, ça se passe dans un sanatorium, quelque part à côté de Davos, et il va y avoir dans le roman un jeu permanent entre ceux du sanatorium, qui sont un peu ceux d'en haut, et puis le village, qui sont un peu ceux d'en bas. Et il y a un conflit comme ça dans La Montagne Magique entre le haut et le bas, c'est-à-dire entre ceux qui réfléchissent un peu en chambre, enfin dans le cloisonnement de ce sanatorium, et ce qui se passe réellement en bas. Alors, ce n'est pas la seule explication, bien sûr, de La Montagne Magique, qui est un roman absolument fondamental et extrêmement puissant, mais c'est pour bien expliquer quand même comment ce jeu de la mémoire et de l'oubli est extrêmement subtil et est extrêmement important, et qu'on ne peut pas, encore une fois, isoler les termes. Le pire dans les choses, c'est d'isoler les termes. La première chose, c'est de bien comprendre les termes, et la deuxième opération, c'est de les faire dialoguer. Entre histoire, mémoire et oubli, ce qu'essaye de faire Paul Ricoeur, c'est de bien comprendre, d'analyser ce que c'est le travail de l'historien, de ce que c'est que le travail de mémoire, et de ce que c'est que la malle dans le grenier. Et une fois qu'il a fait ce travail, alors il fait dialoguer ces trois catégories de manière à créer une pensée positive chez Ricoeur, mais qui de toute façon ne mène qu'à des apories, comme dit-il. C'est-à-dire ne mène pas à une vérité une et indivisible, mais mène à des impasses où il est nécessaire de toujours se remettre à penser. Interrogation que je reçois. Alors, elle est assez massive, hein, celle-là. Quel rapport entre l'oubli et le pardon? Mon Dieu. Oui, oui. C'était massif. Oui, oui. Non, mais honnêtement, je ne sais pas trop. Parce que je crois, enfin, comme ça, à chaud, parce qu'il faudrait quand même plein de temps, et je ne suis pas philosophe en plus, hein, donc ni théologien. Moi, je crois que, pour reprendre la démarche peut-être de Paul Ricoeur, c'est que l'un n'est pas exclusif de l'autre, d'abord. Deuxièmement, ce que je pense comme ça, c'est que le pardon est quand même la reconnaissance de ce qui a été. C'est-à-dire, on pardonne à quelqu'un dont on se souvient telle ou telle attitude ou telle parole. Bon. Et peut-être que dans le pardon, il y a quelque chose qui est d'ouvrir la malle dans le grenier, c'est-à-dire d'ouvrir
l'oubli, c'est les documents ou les mots de l'oubli, pour se rendre compte, en les ouvrant, que, en fait, la réalité n'était pas celle qu'on pensait et qui faisait qu'on a condamné, je veux dire, telle ou telle personne. Alors ça, c'est en termes individuels. En termes collectifs, en termes politiques, voilà, je ne suis pas sûr que le pardon soit une catégorie du politique. Ça se discute. Je n'en suis pas certain. C'est-à-dire, comment pardonner aux nazis? Comment pardonner les massacres des guerres civiles? Comment pardonner? On peut les comprendre, mais on ne les excuse pas. Donc, j'ai l'impression, comme ça, en répondant à chaud, que, encore une fois, le pardon est avant tout une démarche plutôt individuelle, pas politique. C'est pas me semble-t-il, ce n'est pas une catégorie du politique, ou ce n'est pas une catégorie opérante du politique. Il peut y avoir des réconciliations. C'est autre chose. Il peut y avoir des réconciliations. Des peuples qui se réconcilient, vaille que vaille, bien que les mâles dans le grenier, comme disait Rif, hein, les kalachnikovs sont toujours dans les caves. Mais je ne suis pas sûr qu'encore une fois, on pardonne. Enfin voilà. Alors, un participant à notre visioconférence là s'étonne et nous livre ce commentaire. Il s'étonne à la suite de l'interview de Rif, en effet, qu'il s'autorise à mettre sur le même plan la Shoah, la décolonisation et s'interroge comment notre ami et l'esclavage aussi dans tout ça. Alors, est-ce qu'il y a au fond une sorte de gradation dans les événements tragiques des siècles passés, ou est-ce qu'il y en a qui dépassent tous les autres, ou est-ce que toutes ces tragédies sont à mettre sur le même plan et doivent faire l'objet du même travail, soit d'oubli, et ensuite probablement de résurgence et d'analyse? Bah, pour te dire, je ne sais pas. Je veux dire, c'est pas à moi en plus de dire ça c'est plus haut que l'autre, ça c'est moins haut que l'autre. Bon, j'en sais rien. Il est certain que dans notre imaginaire collectif, la Shoah demeure indépassable. Auschwitz, ça reste, comme disait Hans Jonas, comment penser Dieu après Auschwitz? On n'a jamais dit comment penser Dieu après la colonisation. Donc, c'est vrai qu'il y a dans cette histoire du génocide juif, mais on pourrait aussi parler du génocide arménien. Hein, on pourrait parler aussi du génocide au Rwanda. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui marque notre inconscient collectif. Simplement, le travail d'un historien, quelqu'un qui essaye de regarder ça de près, peut faire des remarques. Voilà, c'est tout. Il est évident que Israël a instrumentalisé la Shoah pour permettre la création de l'État d'Israël. Bon, ce n'est pas l'opinion de Jacques Vallée, c'est ce qu'a montré Hannah Arendt, ce qu'a montré. Bon, mais ils ont peut-être bien fait, moi je n'ai pas de jugement là-dessus, mais en tant que voilà, les politiques instrumentalisent toujours tel ou tel aspect de la mémoire pour arriver à leur fin. Et en ce qui concerne la Shoah, ça a été frappant. Bon, il faut aussi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour rester sur cette affaire de la Shoah, qui a été dans la conscience européenne, il faut bien différencier aussi ce qu'est la conscience européenne de la conscience d'autres endroits du monde. Je ne suis pas sûr que de parler de la Shoah à un Indien, je veux dire, évoque pour lui les mêmes choses que pour nous. Je suis même sûr du contraire. Mais dans la conscience européenne, en tous les cas, ou occidentale, la Shoah a joué un rôle majeur, et notamment dans les milieux intellectuels. Bon,
C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, et il y a toujours, une forte puissance chez les intellectuels autour de cette question de la Shoah. Bien, Rif, lui, on voit bien, moi je ne suis pas un disciple de Rif, hein, on voit bien que ça l'agace un peu, quoi, d'une certaine manière. Est-ce qu'il faut faire des gradations? Alors, moi, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire, encore une fois, il y a la mémoire individuelle qui va dire un mort en Irlande est équivalent à un mort à Auschwitz. Il est mort. Mon grand-père, il est mort à tel ou tel endroit, bon, bref. Au niveau collectif, tout dépend de là, encore une fois, où on se trouve dans le monde, et tout dépend qui porte, je veux dire, la revendication. C'est évident que pour les Noirs américains, pour un certain nombre de Noirs américains, la mémoire de la colonisation est beaucoup plus forte que la mémoire de la Shoah. Est-ce que moi, ici, dans mon bureau à Saint-Coulon, je peux dire ça est plus élevé ou moins élevé ou moins élevé? Je ne le dirai pas parce que je n'en sais rien. Je suis français, breton par surcroît, où il y a, entre parenthèses, il n'y a pas beaucoup de juifs, breton par surcroît, et je ne me sens pas autorisé. J'ai peut-être tort, mais moi, je ne me sens pas autorisé. C'est-à-dire que les gradations dans les massacres ne sont pas de mon ressort de jugement. Je botte peut-être un touche, mais c'est ce que profondément je pense. Alors peut-être une remarque plus légère, mais qui me va droit au cœur, moi qui suis un grand lecteur de Proust. Euh, un des participants à cette visioconférence se demande si l'oubli de réserve, au fond, c'est pas la Madeleine de Proust. Si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je crois que, comment dire, Ricoeur avait une grande admiration pour la recherche du temps perdu. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, je crois que c'est ça, la mémoire de réserve. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est caché quelque part, et puis tout d'un coup, alors encore une fois, ça peut être, je sais pas, une rencontre dans la rue, ça peut être la lecture d'un livre, d'un film, ça peut être, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, pardon, et tout d'un coup, quelque chose fait qu'on se remet en marche, hein. L'oubli de réserve, c'est aussi quelque chose qui, à un certain moment, quand on ouvre la malle d'un grenier, vous remet en marche. Bon. Pour les écrivains, par les écrivains ou des peintres ou des artistes ou n'importe qui, je veux dire, c'est souvent le début d'une histoire, hein. C'est le début d'une histoire dont on ne sait pas trop où ça va nous mener. Moi, personnellement, je ne sais jamais où ça me mène, mais c'est un commencement. C'est un commencement de quelque chose. Et effectivement, la Madeleine de Proust, c'est typique. Oui, c'est typique. On pourrait citer comme ça des centaines et des centaines de romanciers, évidemment, qui n'ont pas tous la puissance de feu de Proust. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'est ça. Bien sûr que c'est ça. Alors, une question qui revient plusieurs fois, mais Jacques-Yves, tu en as déjà un peu parlé, mais je pense si on peut creuser un petit peu, euh, quand, quand peut-on rouvrir la malle? Ah, ouais. Alors, encore, oui, j'en ai déjà un petit peu parlé. Alors, bon, d'abord, parfois, ça nous échappe complètement, que ce soit individuellement ou collectivement, hein. On ne savait même pas qu'il y avait une malle, on sait qu'il y en a une, et il y a un événement, un fait, qui fait que, pouf, tout d'un coup, on va rouvrir la malle dans le grenier. Bon, on voit bien ce qui se passe en ce moment en France, hein, je veux dire, ou aux États-Unis, enfin, bon, sur je veux dire, la question des Noirs, bien, ou la question des femmes, ou la question de ceci ou de cela. Ce sont des événements qui font que, effectivement, on est amené à rouvrir la malle dans le grenier. C'est d'ailleurs pas parfois un acte volontaire. On a l'impression que la malle s'ouvre toute seule et qu'elle va déverser ses documents sur le plancher, quoi. Bon. Donc, oui, effectivement, quand la malle s'ouvre-t-elle, on ne peut jamais savoir.
vous avez des événements qui se produisent d'une façon incroyable et que l'on avait, sur le coup, pas prévu. Bien sûr, les historiens, après, vont dire que, enfin, vont travailler et montrer que tout était réuni pour que la malle s'ouvre, mais sur le coup, les acteurs n'en sont pas conscients. Je pense par exemple à la Révolution française. Je ne suis pas du tout certain que les États généraux qui se réunissent en 1789 à Versailles avaient, je veux dire, l'idée ou pensaient que tout ça aboutirait à la Constituante, à la terreur et tutti quanti. À un moment donné, il se passe une conjonction de faits. Bon, par exemple, pour la Révolution, c'est quand même aussi une crise économique majeure qu'il y a avant 1789. C'est des inégalités invraisemblables. C'est la crise aussi des États-Unis. Enfin, vous savez qu'on a aidé les Américains à se libérer, mais ça nous a coûté une fortune. Hein, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Donc, je veux dire, tout ça contribue à un moment donné à faire que l'événement se produit parce que des mâles se sont ouverts ici ou là. Mais il n'empêche que toutes ces mâles dans le grenier n'épuisent pas le fait que ça se soit produit. C'est-à-dire, on peut penser que telle ou telle cause a contribué fortement à faire que cet événement se soit produit, mais rien n'épuise la cause, le pourquoi ça s'est produit là, ici et maintenant. On peut trouver évidemment, mille et une raisons, enfin pas des raisons, mais des causes de l'avènement d'Hitler en Allemagne, mais aucune n'épuise le pourquoi ça s'est passé. Toutes ces causes, je veux dire, à elles seules, individuellement, font que, pourquoi pas, parce que des choses comme vivait l'Allemagne, d'autres le vivaient d'une certaine manière ailleurs. Mais à un moment donné, il y a quelque chose de l'indicible, pas de l'indicible en histoire, c'est pas pertinent, mais il y a quelque chose qui se passe qui fait que comment dire, ça va exploser. Et c'est pour ça aussi qu'il faut être très attentif et très prudent par rapport au mal dans le grenier. C'est-à-dire que on ne peut pas. Le drame, c'est quand on utilise pour l'oubli de réserve comme une arme, hein, pour justifier tel ou tel de nos comportements futurs. Il y a quand même, dans toutes ces questions historiques, je veux dire, et de mémoire et d'oubli, il y a quand même parfois aussi une tyrannie de la cause. C'est-à-dire, c'est à cause de ceci, à cause de cela, à cause de. Un peu, si vous voulez, comme chez nous tous, si je suis malheureux, ben c'est à cause de mon arrière-grand-mère qui a vécu un traumatisme pendant. Voilà, bon. En histoire, ça peut être exactement la même chose. C'est-à-dire que si tel ou tel événement, c'est à cause de. Ça, c'est un point de vue purement idéologique que les historiens s'efforcent de détricoter. Et que le travail de mémoire ou le travail de l'écrivain s'essaye à remettre à sa juste place. Voilà ce que je peux répondre. Hein. Je ne sais pas si je suis très clair, hein, parce que c'est des questions complexes. Hein. Je veux dire, l'intérêt, je remercie entre autres évidemment Saint-Jacques et Johan, l'intérêt d'une matinée comme ça, c'est non pas de dire ben voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut penser, voilà ceci. Voilà. Non, c'est de montrer que ces affaires-là ne résistent pas à la complexité. Alors, sur un autre terrain, alors c'est un peu l'inverse, la malle qui resterait fermée. Une participante s'inquiète d'un oubli sans condition et se demande si finalement ce n'est pas une porte ouverte au négationnisme. Et un participant ajoute, à propos de la guerre d'Algérie, qu'on n'a pas voulu appeler ainsi, eh bien, est-ce que finalement cet oubli n'est pas, en particulier vis-à-vis de la guerre d'Algérie, un véritable déni? Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que le travail de Ricoeur, c'est histoire, mémoire, oubli. Les trois sont, comment dire, intimement liés dans une pensée
où le jeu entre ces trois éléments fonctionne. Évidemment, l'oubli, ça n'a rien à voir avec le négationnisme. Évidemment, parce que le négationnisme, c'est on sait ce qui s'est passé, on ne veut pas le savoir. On sait historiquement ce qui s'est passé, c'est prouvé par A plus B, mais on ne veut pas le savoir. Bon, alors, le pire, évidemment, c'est le négationnisme de Faurisson et compagnie concernant Auschwitz, bon, ou le négationnisme du camarade Le Pen, enfin bon, sur tout ça. Je veux dire, là, on n'est pas du tout, là, on est complètement dans l'idéologie. Hein. Et puis alors aujourd'hui, ce qui est terrifiant, ça nécessiterait peut-être que nos amis de Saint-Jacques un jour organisent quelque chose là-dessus. C'est la mémoire, histoire, oubli et fake news. C'est-à-dire que cet univers où tout le monde a raison, surtout capable de dire n'importe quoi, à n'importe quel moment, et sous prétexte qui cause dans Facebook ou Twitter, je ne sais pas quoi, et là, la vérité est une et indivisible. C'est l'horreur absolue. C'est l'horreur. C'est le contraire absolu du penseur et de l'écrivain. Alors, concernant la guerre d'Algérie, bien évidemment, ce qu'on peut penser, mais moi là, c'est qu'à l'instar de ce qui s'est passé, je veux dire, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il est peut-être pas, comment dire, opportun, nécessaire, ou il n'est peut-être pas possible de faire mémoire je veux dire, de ce qui s'était réellement passé sur le terrain de cette guerre. J'en sais rien, je n'en sais rien. Toujours est-il que il est vrai qu'aujourd'hui encore, cette affaire-là épuisée. Loin d'être épuisée parce qu'on s'est trouvé confronté à un jeu de mémoire, comment dire, blessée de part et d'autre, qui ont rendu pendant très longtemps toute histoire impossible à écrire. À écrire, alors bien sûr des historiens s'y sont collés, mais à écrire au moins collectivement. Et là, c'est peut-être ce que aussi disait Rif, il faut peut-être attendre aussi parfois qu'une génération ou deux soit passée pour qu'enfin on puisse… voilà. Mais enfin, il faut quand même se dire, enfin, il faut voir, il y a même encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux une véritable hystérie sur cette question-là. Une véritable hystérie. Les anciens les Pieds Noirs, qui sont une mémoire blessée épouvantable, pour certains d'entre eux, sur les réseaux sociaux, ils n'ont jamais fait, à l'évidence, ils n'ont jamais fait le travail, parce qu'ils ne le peuvent sans doute pas, de ce qu'a été leur départ d'Algérie et de ce qu'a été pour eux le bienfait civilisateur de la colonisation en Algérie et combien on a trahi l'armée française. Bon. Du côté, je n'ai pas été en Algérie, mais ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends, en Algérie même, je crois qu'ils n'en sont même pas là. Au moins le pouvoir, enfin les pouvoirs en place. C'est-à-dire qu'il est impensable de penser la guerre d'Algérie en, par exemple, signalant que l'attitude du FLN n'a quand même pas été toujours exemplaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je m'arrêterai là. Donc, ce sont Mais je crois que le négationnisme n'a rien à voir avec l'oubli. Parce qu'encore une fois, le négationniste sait mais nie, alors que l'oubli, c'est quelque part dans le grenier et qu'un jour, on ouvrira la malle. À cause, encore une fois, il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre, évidemment. On ouvre la malle à cause de tel ou tel événement, à cause de tel ou tel truc. Puis il y a les archives aussi. Il faut quand même faut souligner le travail de l'historien et des archives. Il y a des archives qui s'ouvrent, qui étaient, comment dire, fermées pour des raisons XY, et qui s'ouvrent et qui donnent un nouvel aspect de telle ou telle chose qu'on pensait définitivement mise sous le boisseau, quoi, ou des choses qu'on pensait vraies et qui se révèlent beaucoup plus compliquées que ce qu'on imaginait. Alors, il y a d'autres questions, mais on en parlera après, en effet, après avoir donné la parole à
à Paul Ricoeur. Juste, Jean-Noël, qui suit cette conversation depuis la Normandie, nous rouvre en direct une malle, en réalité, puisqu'il fait remarquer que le terme fake news pourrait être remplacé par un très joli mot qui me semble d'essence québécoise, ou au moins, enfin, que je trouve un très joli mot, qui est infox. Donc, je lis nos participants à la bataille de la mémoire sur la langue française. Et dans l'immédiat, nous allons écouter Paul Ricoeur. Et c'est d'abord en racontant. Je me suis intéressé au récit précisément parce que c'est pas un genre littéraire savant. Oui, certes, il y a le roman, il y a l'autobiographie, il y a les confessions, etc. Mais d'abord, il y a la conversation ordinaire. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un de nouveau, qu'est-ce que nous lui demandons? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Et il raconte une petite histoire. Et nous échangeons constamment des histoires pour savoir qui nous sommes et qui est qui. D'abord, je crois qu'il faut voir comment l'interprétation vient dans le récit. Parce que raconter une histoire, ce n'est pas mettre bout à bout des petits incidents. C'est faire courir un fil, ce qu'on appelle la trame de l'histoire. Moi, j'ai employé l'expression de mise en intrigue. L'intrigue. Bon. Or, on peut toujours raconter autrement les mêmes faits. Et collectivement, existe-t-il des récits d'une société, des récits d'un pays, d'un peuple? Ça, ce serait le problème de l'imbrication l'un dans l'autre de chacune de nos mémoires. Nous avons chacun des souvenirs, nous ne pouvons pas transférer d'une mémoire dans l'autre, nous avons notre mémoire. Mais d'autre part, puisque nous exprimons dans des récits nos propres souvenirs, nous les exprimons dans la langue de tous. Et la langue de tous, c'est un phénomène public. Alors, nous sommes reliés comme ça alors à des récits qui circulent, dont certains sont des récits fondateurs. Des récits fondateurs de notre identité collective et non plus de notre identité personnelle. Alors je crois que le récit, justement, c'est sa force de circuler entre d'une mémoire à l'autre et des mémoires individuelles à la mémoire collective. Est-ce qu'il y a moyen d'interpréter ce qui vient de se passer en Bosnie ou en Yougoslavie au moyen de la grille du récit que vous avez forgée? Oui, la question que vous posez sur la Yougoslavie est particulièrement difficile parce que vous avez un enchevêtrement de plusieurs histoires collectives. Et ce sont plus simplement des destins individuels, ce sont des histoires collectives. Et en plus, ce sont des histoires de mémoire blessée. Parce que ce qui est gloire pour les uns est souffrance pour les autres, humiliation pour les autres. C'est-à-dire sur les mêmes, mais qu'est-ce que c'est qu'une guerre perdue? C'est une guerre gagnée par un autre. Donc on ne va pas faire le même récit. Le récit de la victime et le récit du vainqueur. Mais alors, il n'y a pas de point de vue vrai. Nous sommes obligés d'entendre les récits des uns et des autres. Alors ça pose le problème politique. Est-ce qu'une médiation est utile dans ces cas-là? Est-ce que quelqu'un peut voir un peu tous les côtés à la fois et avec une sorte d'œil impartial? Et ça, c'est le problème alors des institutions internationales, avec toujours le danger alors d'intervention qui brutalise les mémoires. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau récit qui est occupé à s'écrire par les SDF, les pauvres, les gens qui sont dans la rue, et aussi dans la manière dont les médias traitent de ces choses-là? Oui, mais je suis très attentif à cet aspect des choses parce que vous touchez là au fait que beaucoup des récits, des grands récits, ont été des récits des vainqueurs. Et nous sommes maintenant, peut-être à cause de l'écrasement de la classe ouvrière au XIXe siècle, puis après ça, des victimes de minorités ethniques et la Shoah, nous sommes sensibles à ce qu'on pourrait appeler le phénomène général de la victimisation. Et alors, tout d'un coup, on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réécrire l'histoire du point de vue des victimes et non pas du point de vue des vainqueurs ? Des faits qu'une société ne peut jamais oublier, l'extermination des Juifs par les nazis, par exemple. Oui, alors d'ailleurs, c'est très intéressant, même dans le langage, si vous voulez, quand on parle du devoir de mémoire, c'est qu'on met la mémoire au futur, alors que ce qu'on se souvient, c'est du passé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu continueras de raconter.
l'interdiction, en quelque sorte, d'oublier, c'est un devoir de continuer de raconter. C'est-à-dire que ici, la mémoire est mise en relation avec le futur. C'est-à-dire que ce qui m'a été transmis, eh bien, il faut que je le transmette. Et je suis moi-même une sorte de jalon dans la suite des générations. C'est pas ce qui est important dans la Shoah. C'est bien entendu l'exactitude des détails, les détails. Il n'y a même que des détails affreux. Mais en même temps, c'est l'instruction. D'ailleurs, le mot juif de Torah est très bien placé ici. La Torah, c'est une instruction. Et savoir quelle instruction en tirons-nous? Parce que si nous n'en tirons aucun enseignement pour mieux vivre et pour éviter simplement que cela se reproduise, c'est la valeur d'avertissement. Je fais remarquer d'ailleurs que le mot latin de monument, c'est quelque chose qui nous avertit, monere, qui nous avertit. Et donc, quel est l'avertissement vers le futur? Parce que sans ça, la mémoire est stérile, c'est le ressassement. Et donc, nous retournons dans la répétition. Alors, je pense que le vrai travail de mémoire, c'est un travail qui instruit la possibilité d'un futur plus pacifique, moins destructeur. Les anciens Grecs, pour connaître le futur, consultaient les devins. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on a plus tendance à consulter les spécialistes en probabilité. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière d'appréhender le futur? Oh ben, cela dépend des problèmes. Il est certain que notre projection du futur est échelonnée entre la prévision, alors quantitative, c'est la base statistique, et puis à l'autre extrémité, l'utopie. Et il faut remplir cet intervalle. Ça fait toujours très plaisir de voir le visage de Paul Ricoeur, parce que c'est un beau visage, c'est une parole calme, sereine, et c'est toujours assez émouvant. Et puis, alors, entre parenthèses, vous pouvez retrouver Ricoeur sur YouTube. Hein. Il y a plein d'interviews, de conférences de Ricoeur. Et ça, c'est tiré d'un petit événement, enfin d'un petit documentaire. Mais vous avez sur YouTube beaucoup de choses sur Paul Ricoeur. Non, ben, évidemment, on est sensible, encore une fois, à cette importance du récit. Hein, je veux dire, dans le... et cette importance du récit. Et du coup, là, du récit des petites histoires, c'est-à-dire des histoires simples. On est loin de la grande histoire, mais on est dans les petites histoires. Je me rappelle d'une phrase d'Olivier Mongin, l'ancien directeur d'Esprit, qui disait ouais, à la fin du XXe siècle, on a perdu toutes nos idéologies, les religions sont quand même très mal en point, mais quand on a perdu nos grandes histoires, il reste nos petites histoires, et ce n'est pas si mal. Et je trouve cette formule tout à fait sympa, et c'est peut-être un peu ce que veut nous dire, entre autres, hein, Ricoeur, là. Alors, une question, j'en profite pour informer nos participants qui ne le sauraient pas. Vous avez en bas de la fenêtre du logiciel Zoom que nous utilisons, une partie, enfin en bas de l'image, vous avez une partie avec des éléments sur lesquels vous pouvez cliquer. Et il y a notamment au milieu une bulle de discussion qui s'appelle Converser. Eh bien, c'est en utilisant cet outil-là, vous pouvez taper en effet des questions qui vont apparaître sur la droite de l'écran. Donc, n'hésitez pas. Et nous allons comme ça poursuivre notre conversation. Une question, alors Jacques-Yves, j'en suis navré, mais encore un peu massif tout de même. Un participant se demande quels liens ont pu exister entre la réflexion de Paul Ricoeur, ou quelle inspiration, ou quelle référence entre l'œuvre de Paul Ricoeur et la psychanalyse. Oui, alors, Ricoeur s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse. Bon. Mais comme Ricoeur s'est intéressé à tout ce qui, comment dire, était ce qu'on pourrait appeler des sciences de l'interprétation.
Alors, je serais bien incapable, là, comme ça, de, de- de redire ou de retravailler avec vous comment Ricoeur a fait intervenir la psychanalyse dans sa réflexion. Je ne suis pas assez compétent sur cette question-là, où il faudrait que je la retravaille. Mais il y avait toujours chez Ricoeur, et ça je crois que c'est très important, il y avait toujours chez Ricoeur, encore une fois, ce qu'il appelait, je le redis, les apories de la pensée, c'est-à-dire là où la pensée bute, là où la pensée, comment dire, ne peut pas aller jusqu'au bout des choses. Et si Ricoeur était fort intéressé par la pensée, c'est vrai, là je l'ai entendu presque de vive voix, c'est pour ça que j'ai repris ça tout à l'heure, il était très rétif à l'idée que on puisse expliquer le monde ou les choses simplement à partir d'un travail sur les causes. Je crois que l'une des choses que Ricoeur, me semble-t-il, a apporté, c'est quand même une critique très forte sur l'explication des choses, des individus ou des collectifs, au seul moyen des causes. Il est évident que la psychanalyse a apporte énormément à l'œuvre de Ricoeur, et je vais montrer tout à l'heure d'une façon rapide combien la notion d'inconscient collectif était assez loin de la pensée de Ricoeur sur l'oubli. On peut penser que l'inconscient fait partie de la malle dans le grenier. Ça, c'est certainement exact. Est-ce que ce n'est que ça, la malle dans le grenier? Ça, personnellement, j'en suis pas persuadé. Quant à Ricoeur, il n'est plus là pour, pour me dire si je pense juste ou vrai. Mais il faut toujours se méfier. En tous les cas, ce n'était pas du tout. Alors là, c'est ce qui fait la grandeur de Ricoeur. Il faut toujours se méfier des sciences qui prétendent expliquer totalement les choses. Voilà. Et c'est pour ça que, personnellement, moi, la psychanalyse, je l'entends, je la comprends, mais je la prends avec un certain nombre de pincettes. C'est la critique intellectuelle que l'on puisse faire éventuellement à la psychanalyse, ce qui n'empêche que dans le domaine du soin, par exemple, elle continue d'exercer une influence, elle contribue à faire que des hommes et des femmes aillent mieux. Ça, c'est autre chose, la question du soin. Après, appliquer la psychanalyse aux politiques, c'est quand même un peu compliqué. Voilà ce que je peux dire comme ça. Alors, une autre question, est-ce que un participant nous demande ou te demande de revenir un instant sur la question suivante, qu'est-ce que c'est qu'un travail de mémoire ou qu'une histoire racontée ou portée par les vainqueurs ou les victimes? Ou est-ce que finalement, dans cette affaire, il y a un troisième parti qui naît et qui serait en capacité peut-être de davantage objectiver le récit? Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une objectivation possible du récit. Je crois que, encore une fois, on est toujours dans une forme d'interprétation, et que, encore une fois, de la découverte de nouvelles archives, de nouveaux écrits, de tas de trucs, les choses progressent. Mais tu peux me rappeler, Johan, la question exacte, parce que j'étais… Alors, la question exacte, c'est ce travail de mémoire doit-il être raconté de quel point de vue doit-il être raconté? Celui des vainqueurs ou celui des victimes ou celui de quelqu'un d'autre? Oui, oui, d'accord. Ben, j'en sais rien, excusez-moi de dire ça comme ça. Je veux dire, ce qui est certain, c'est ce que dit Ricoeur, c'est que l'histoire, dans un premier moment, est toujours racontée par les vainqueurs. Ça, c'est clair. Bon.
je veux dire, entre, je sais pas, 1945 et 1970, c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire. Bien. Le problème, c'est que parfois, ça emplit les manuels d'histoire. Et ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on enseigne? Bien. Et on enseigne encore aujourd'hui, trop souvent, je dirais, la mémoire des vainqueurs. Ça, c'est évident. Parce qu'il est beaucoup plus compliqué, il est très compliqué comment dire, de raconter la mémoire des victimes. Et puis, il est surtout compliqué de faire jouer les deux. Donc moi, alors là, je ne suis pas pédagogue, je n'écris pas des manuels d'histoire, mais on voit bien quand même combien c'est difficile. Et le monsieur ou la dame qui pose la question dit, est-ce qu'il y a une troisième manière de raconter l'histoire? Je ne sais pas, j'ai envie de dire, il y a les créateurs qui racontent l'histoire à leur manière autrement. Pour prendre un exemple, le Guernica de Picasso fait plus pendant la guerre civile qu'un discours de Santiago Carrillo, qui était le secrétaire du Parti communiste espagnol à l'époque. Donc il raconte Guernica, Picasso, mais il le raconte avec son art. Il y a les témoignages des victimes, les récits de victimes. Sur la Shoah, les textes les plus forts, enfin les plus forts, c'est quand même difficile de parler comme ça, c'est les textes de Primo Levi, par exemple, sur Auschwitz. Bon, vous avez les textes de alors Primo Levi, c'est le titre si c'est un homme. Bien. Vous avez aussi ceux de Robert Antelme, qui est à l'époque le compagnon ou le mari de Marguerite Duras, qui en rentrant des camps raconte par le menu l'histoire. Voilà, je ne sais pas. Ce qu'il y a, c'est que peut-être quand on prend un manuel d'histoire, quand on lit un manuel d'histoire, il faut aussi avoir une certaine distance, c'est-à-dire on apprend factuellement des choses, mais à travers la manière dont le récit est construit, ce récit, cet historien, dit quelque chose de lui-même et dit quelque chose de la manière dont il interprète les événements. Donc, je ne sais pas s'il y a une troisième ou une quatrième manière, ou une quatrième, pardon, je croyais que mon téléphone ne sonnait pas dans mon bureau. Là, si. Une troisième ou une quatrième, comment dire, façon d'écrire l'histoire. Il y a mille et une manières. Mais méfions-nous quand même, encore une fois, alors là, c'est surtout ce que veut dire Ricoeur, méfions-nous quand même de l'histoire écrite par les vainqueurs. C'est ça qui est quand même... faut avoir ce regard critique sur l'histoire. Alors, une nouvelle question, alors elle est encore massive, celle-là. Et dans le grenier de l'Église, il y a des mâles, et elle ne tendrait peut-être tendrait-elle à s'ouvrir sur la période présente? Ben, il semblerait, oui, que ça s'ouvre. Mais bon, sur l'Église, bon, j'ai des opinions, bien sûr, mais bon. Mais je veux dire, toutes les institutions humaines ont des mâles dans le grenier. Voilà. Le seul problème qu'il y a avec l'Église, c'est qu'elle elle se dit être porteuse de l'évangile de Jésus. Voilà. Et donc, elle vit, elle veut nous transmettre cette vision du monde et cette foi, et que parallèlement à ça, elle a des mâles dans le grenier où il y a quand même des choses peu reluisantes. Et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire, comment peut-on annoncer la bonne nouvelle sans ouvrir les mâles qu'on a dans le grenier, et sans ouvrir les cadavres dans le placard, quoi. Alors les mâles dans le grenier, ce n'est pas que les cadavres dans le placard, mais là, il y a les cadavres dans le placard. C'est ça qui est stupéfiant. Et ce qui est stupéfiant, c'est que ça continue. C'est que ça continue. Il y a un bon nombre d'évêques qui sont complètement là, d'une certaine manière, dans le négationnisme de la situation actuelle. Et voilà, donc c'est un peu dramatique. C'est dramatique d'abord pour les chrétiens et les prêtres qui essayent de vivre leur foi et leur pratique d'une manière honnête. Et voilà. Et c'est dramatique pour la structure institutionnelle qui, quand même, aujourd'hui, est fortement
décatie et contestée, contestable. Donc c'est ça qui d'ailleurs, entre parenthèses, excusez-moi, mais je veux dire, ce sujet n'intéresse plus personne, hormis les chrétiens que vous êtes, que je suis, mais on est de moins en moins nombreux, de plus en plus âgés, et je veux dire, tout ça, je veux dire, le commun des mortels, tout le monde s'en fout. Ce qui montre bien que les mâles dans le grenier qu'on n'ouvre pas, eh ben, ça contribue à décrédibiliser complètement les institutions humaines. C'est pareil pour les partis politiques, c'est pareil pour tout ce que vous pouvez imaginer. Quand personne... Parce que le problème de la malle dans le grenier, c'est que souvent, on ne la connaît pas. Ça va surgir, la malle va apparaître à l'occasion de tel ou tel événement. Là, dans l'église, il y a des armoires dans le grenier qu'on connaît fort bien. Mais on ne veut pas les ouvrir. Alors, j'espère juste, cher Jacques-Yves, que tout le monde ne s'en fiche pas de ce sujet parce que c'est le sujet de notre prochaine visioconférence avec Jean-Louis Schlegel, où il y a des inscrits. Donc, je ne faut pas désespérer tout de même les inscrits. Et j'espère que je n'aurai pas à te reprocher d'abonnement sur cette visioconférence qui promet, quoi qu'il en soit, d'être aussi intéressante que celle-ci. Oui, un de nos participants s'inquiète, aimerait savoir ou peut-être juge que la dimension de l'ouverture vers un avenir, vers un devenir n'a peut-être pas été beaucoup citée jusqu'à présent, et il se demande si dans l'œuvre de Paul Ricoeur, la dimension du projet qui accompagne l'acte de mémoire, est-ce que cette mémoire est ouverte sur le futur? Mais je crois que si ma petite mémoire est bonne, dans la visio qu'on vient de voir, comment dire, Ricoeur en parle bien, c'est-à-dire on fait mémoire pour ouvrir un futur, c'est-à-dire que la mémoire est essentiellement un travail sur le passé, mais le travail de mémoire est la préparation d'un futur. Je crois que c'est qu'il faut regarder comment dire, le propos de Ricoeur, et là, ce matin, sur Histoire, Mémoire et Oubli. Il y a évidemment d'autres travaux de Ricoeur qui sont beaucoup plus explicites sur la question. Mais là, lors de la messe de l'Eucharistie, les paroles sont prononcées, vous ferez cela, faites ceci en mémoire de moi. C'est bien faites ceci, c'est-à-dire avancez. Le travail de mémoire n'est pas un travail de nostalgie, c'est un travail de préparation des esprits au futur. Et ça, c'est extrêmement important. Bon, tout à l'heure, je me suis laissé emporter, excusez-moi, sur le fait que ça n'intéressait plus personne. Bon, Jean-Louis est un ami, et puis en plus, je crois que c'est moi qui animerai la visio avec Jean-Louis. Mais donc, évidemment, ça intéresse. Mais ce que je voulais dire par là, sous forme de boutade, c'est que faut bien être conscient quand même qu'on a affaire là à un microcosme, et que la société, elle avance, et que véritablement, les questions institutionnelles que l'Église est incapable de résoudre sont de plus en plus la préoccupation de quelques-uns, et pas une préoccupation globale. La question du cléricalisme qu'évoquera Jean-Louis au mois de décembre excède la question du seul christianisme. Alors enfin, peut-être pour conclure, cher Jacques-Yves, une question nous tarote quand même, c'est comment on passe de cette connaissance de l'œuvre de Ricoeur à ceci, ne dis pas tout à la mémoire. Et qu'est-ce que tu as voulu dire, qu'est-ce que tu as voulu mettre en récit dans ce roman? Oui, alors, je crois que au début, alors il y a ce roman, puisque j'ai entamé il y a quelques années, autrement dit, d'écrire des histoires. Bon, d'abord, je me suis intéressé à l'histoire des idées, j'ai fait un tas de trucs dans ce domaine-là, mais je ne suis pas philosophe et je suis pas capable je me sentais pas capable
de mettre en musique les quelques idées que j'ai. Je trouvais que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Simplement, ces idées, ces conceptions, ces rencontres, ben, ça m'a marqué, c'est important. L'écriture est pour moi importante depuis très longtemps. Et donc, ben, je me suis effectivement lancé là-dedans. En plus, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui s'appelle Yellow Concept, qui est à, comment dire, voilà, donc on peut trouver mes livres. Et, mais là, c'est parti d'une chose, hein, c'est tout bête, une histoire. C'est parti d'abord d'une amitié que j'avais avec Hervé Vallée, qui est un réalisateur de cinéma qui a beaucoup travaillé sur les carnavals. J'habite un village qui s'appelle Saint-Coulon, où les carnavals étaient extrêmement importants. Et puis, je me suis, je suis parti non pas des Terre-Neuve, de leur histoire, patati patata, mais d'une maison. Ma malle dans le grenier, ça a été une maison. Donc, je me suis mis non pas à raconter l'histoire, mais à raconter tout ce que je pouvais imaginer autour de cette maison, qu'est-ce qui s'était passé. Enfin bon, et ne dis pas tout à la mémoire, c'est parce que aussi c'était l'idée de mettre en scène quelque chose qui m'est cher. Enfin bon, c'est la manière dont on se raconte des films. C'est-à-dire, on a des choses dans la tête, on a des événements, et là-dessus, on fait un film. Hein, on se fait un film qui, 9 fois sur 10, s'avère complètement faux. C'est ça que j'ai voulu mettre en scène. L'auteur s'imagine qu'à travers cette maison que sa femme décédée voulait vendre, il s'est passé un tas de trucs et il ne s'est rien passé du tout. Je ne vais pas livrer l'intrigue, mais et c'est ça qui m'intéressait. C'était la mémoire, c'est aussi, ça peut être extrêmement fécond, et c'est extrêmement fécond, mais c'est aussi la manière qu'on a de se raconter des films. Et alors souvent, d'ailleurs, alors là c'est un film, bon c'est un film, mais ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique. On connaît tous autour de soi des gens qui se construisent autour d'un film, et lorsque le film s'arrête, ils sont détruits. Parce que ce film était absolument vital pour leur existence. Donc voilà, c'était ça un peu la trame de Ne dis pas tout à la mémoire, qui est une phrase un peu énigmatique, mais qui reprend un peu ce que j'ai essayé de vous dire ce matin, c'est-à-dire, oh là là, pas tout dire à la mémoire. Non, après, c'est un roman, c'est une histoire, on s'amuse aussi, on raconte, voilà, on se promène. Mais l'idée, c'était ça, c'était comment un homme qui se raconte un film s'aperçoit au bout du bout que ce film n'était peut-être pas celui-là.